Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, épisode 33 aujourd'hui pour le podcast Débat d'ici Paris-Île-de-France. Un podcast audio et vidéo que vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes, bien évidemment, dont YouTube ou l'épisode de la semaine dernière. Et ouais, record. On a battu un record, effectivement, de vues, 13 000 vues. Voilà, c'est passé, ce qui est quand même plutôt un joli score. Immense merci pour vos nombreux messages, parce qu'il y a plein de gens qui découvrent désormais notre émission et je retiens celui de Normand Vétro, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà, Normand Vétro, salut à toi, qui nous a glissé cette petite douceur. Ça ne fait pas longtemps que je vous suis et j'adore, je me régale à vous écouter. Merci à vous, merci à toi Normand et merci à toutes et tous pour vos petits messages. Et vous savez quoi? Petit plaisir musical tout de suite. Ça arrive. Allez, plaisir aussi de vous dire à toutes et tous que c'est bientôt la Ligue des Champions. Oui, elle arrive. Alors, je sais qu'il y a eu Brest, mais comment vous dire que bon, l'affiche qui arrive désormais est un petit peu plus alléchante pour nous, les amoureux du Paris Saint-Germain. C'est un choc de poids lourd, un match, une confrontation qui va faire des étincelles. Ça fait d'ailleurs une éternité que je n'avais pas, à titre perso, eu ce petit ressenti de me dire que l'affiche est énorme et que Paris, en plus, à la moelle, vraiment, pour regarder son adversaire. Parce qu'habituellement, on se disait, bon, allez, peut-être que Neymar, peut-être que Mbappé, ça va faire un petit truc. Mais là, il y a une espèce de collectif qui se présente face à un très, très gros morceau de Liverpool. PSG-Liverpool, affiche de classe mondiale pour 8e de finale de Ligue des Champions XXL. Comme l'a dit Mamadou Sakho dans l'équipe ce matin, c'est une finale avant l'heure. Et bah, tu sais quoi, Mamadou, je suis bien d'accord avec toi. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, un PSG qui impressionne face à Lille et qui arrive lancé pour défier Liverpool au Parc des Princes, 4-1 face aux nordistes et donc un match à venir mercredi face aux Reds. On va bien évidemment faire un j'aime pas autour du match face à Lille, un match face à Lille exceptionnel. Les 45 premières minutes ont été vraiment extra, c'était samedi et puis on va se poser quelques questions autour de cette rencontre qui excite la planète football. Liverpool est-il le match révélateur de la saison? Est-ce que c'est sur ce match qu'on va vraiment savoir si ce PSG est la meilleure peut-être équipe d'Europe, comme l'a dit son entraîneur samedi en interview? Y a-t-il un point faible à Liverpool? Est-ce qu'on peut trouver un point faible à cette équipe? Enfin, on parlera des deux stars de l'équipe. Enfin, finalement, est-ce qu'il n'y a qu'une seule star au PSG? Oui, ça aussi c'est une question. Dembélé vs Salah, qui est le plus important pour son équipe? On va en parler bien évidemment dans 100% PSG La Tribune, qui donne le départ tout de suite. Maintenant, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Ils sont 3 débatteurs avec moi. Je vais les présenter comme ça dans mitraillette et je veux un beau concert de bonjour. Marc Méchénois, journaliste indépendant, Adrien Chantegrelet du Parisien et Jonathan Bensaloun de Canal Supporter. Messieurs, Bonjour. mais comment ça va les amis? Heureux de vous retrouver. Salut les garçons. Messieurs, à grande affiche, c'est une grande première dans cette émission et j'en suis ravi. On a pris la décision dans ce podcast d'avoir un invité. Oui, on le fait pas souvent. D'habitude, on est entre nous, on discute, on décrypte l'actualité et on est très heureux qu'il ait accepté de nous rejoindre pour échanger et débattre sur l'actualité du Paris Saint-Germain. C'est Mohamed Sissoko, Momo Sissoko, ancien joueur du PSG et de Liverpool qui est avec nous. Salut Momo. Salut. Bienvenue dans la tribune. Plaisir. Merci d'avoir répondu présent. Juste Momo, pour celles et ceux qui arrivent d'une autre planète, dont mon fils de 12 ans, que je salue, à qui j'ai expliqué ce week-end, il me voyait en train d'envoyer des messages pour qu'on se cale tous les deux, tout ça, et j'étais content, j'étais là, ouais, je suis content, il y a Mohamed Sissoko qui vient dans l'émission, et lui il me disait, ouais, ah oui, alors c'est qui? Parce que tu vois, il a 12 ans, donc là j'ai commencé à lui sortir ton CV, tu vois, j'ai commencé à lui dire le match à Liverpool, des 80 matchs à Liverpool, les matchs à la Juventus, il y a aussi eu Valence, il y a des titres européens, etc., des titres avec le Paris Saint-Germain, et là il m'a dit, propre, c'est beau. Tu fais
C'est bien, je trouve que c'est la bonne, tu vois, c'est la génération. Il me dit c'est propre, ça claque grave. C'était exactement ce qu'il m'a sorti, donc je crois que c'est un langage de préado. Ça valide, bien évidemment. En tout cas, bienvenue à toi. D'ailleurs, je vous invite, parce que Momo connaît la maison ici Paris-Île-de-France. Si vous voulez vous souvenir de Momo en tant que joueur au Paris Saint-Germain, ça sera peut-être pas dans cette émission-là, parce que là, on va vraiment parler de l'actualité pure hein, du PSG, aussi de ton avis sur certains joueurs. Mais si vous voulez retrouver, savoir un peu Momo où il en est, il y a quelques mois, semaines désormais, tu es allé à la rencontre de Pia Clément. Et là, tu t'es mis sur le divan de Pia Clément et tu t'es confié à elle. C'est dans le mag. Vous tapez 100% PSG, le mag en podcast et vous retrouvez ça avec Pia et donc Mohamed Sissoko. Comment ça va, Momo? On rappelle, conseiller sportif désormais de l'agence et fondateur d'ailleurs de l'agence LSM. C'est ça, exactement. Écoutez, au plaisir d'être avec tous. Oui, effectivement, je suis le gérant de LSM Sport Management. Je me dédie justement à gérer les jeunes carrières des footeux. Et voilà, je les oriente, je les aide. Et voilà, ça me plaît. Ça prend beaucoup de temps, mais ça me plaît et je suis vraiment satisfait de ce que je suis en train d'entreprendre pour le moment. En gros, c'est au bord du terrain tous les week-ends et être au plus près des jeunes pour les faire progresser dans leur carrière et leur éviter peut-être certains écueils de ce qui peut arriver dans le monde professionnel, si je comprends à peu près le... Ouais, c'est un peu ça. C'est dans le conseil, je suis aussi dans le management aussi. Et voilà, je les aide par rapport à mon expérience que j'ai mis en place pendant ma carrière. Comme je l'avais dit, c'est vrai que j'ai fait une grosse carrière, mais je sais que si j'aurais eu un meilleur accompagnement, je pense que j'aurais pu faire plus. Ah ouais, c'est le... Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'on se dit bien souvent que être bien accompagné, ça permet d'éviter certains écueils, bien évidemment, dans ce monde du sport professionnel et du football. Qu'est-ce que ça représente le match de mercredi pour toi, Momo? Deux équipes, bien évidemment, deux clubs que tu connais. Ça va être un match référence. Je pense que le Paris Saint-Germain a besoin de ce match-là pour s'affirmer au plus haut niveau. Maintenant, c'est vrai que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire. Mais maintenant, voilà, je pense que Liverpool, ça va être un bon test parce que ça va être une équipe vraiment très bonne. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, je pense que c'est un match référence pour le Paris Saint-Germain. Tu es d'accord avec Mamadou Sakho ce matin qui, dans l'équipe, ce que je disais tout à l'heure dans mon titre, pour lui, c'est carrément une finale avant l'heure? Ouais, je pense que c'est une finale avant l'heure. Après, ce que je peux rajouter aussi, c'est que le vainqueur justement de ce match-là, je pense que ça va être le futur vainqueur de la Ligue des Champions. Ah, carrément. Ouais, carrément. D'accord. Et tu vas nous expliquer ça. Avant de me faire taper dessus, parce que voilà. Il est dans l'équipe ce matin, mais il est aussi dans le Parisien. Voilà, Adrien Chantegrelet. Et c'est signé par Christophe Bérard. Oui. Attends, c'est là. J'espère. Oui, mais c'était pas le titre que j'ai repéré. On a presque attendu quand même avant que tu dises un peu le Parisien. Je me fais taper dessus, bim, d'entrée. Voilà, ça comme ça. Voilà, bienvenue dans la tribune. Tu vois comment ça se passe. C'est la famille, donc je vais me faire taper sur les doigts. Et derrière, je vais avoir les copains qui vont me tomber dessus. C'est aussi, et donc. Voilà, comme ça, regarde, comme ça, là. Très bien, ouais, magnifique, effectivement. Quand tu joues à Anfield, tu ne l'oublies pas. C'est vrai, quand on joue à Anfield, on n'oublie pas. C'est extraordinaire. Je pense que vous aurez l'occasion, pour ceux qui n'ont pas mis les pieds à Anfield, ils vont comprendre qu'au match retour, c'est un stade mythique. Il y a une ambiance qui est extraordinaire. Il faut vraiment le vivre pour comprendre exactement ce qui se passe à Anfield, parce que c'est un monument, en fait. Moi, j'ai juste une crainte, tu sais quoi, mais là, c'est le commentateur qui parle, c'est que le public est juste derrière. Et j'ai vécu le truc quand on les a joués la dernière fois. J'ai pris les supporters dans le dos quand ils marquent. Ils te sautent dessus. Et quand tu vois pas qui t'arrive dans le dos, ça fait quand même un peu bizarre, quoi. Tu as l'impression que tu te fais agresser, alors que le mec était juste content. Tant que tu prends pas un pot de bière sur la tronche, t'es content sur ton matériel. Voilà, c'est juste le truc. Et après, effectivement, j'y suis allé plusieurs fois à titre perso et pour le boulot. C'est une ambiance extraordinaire. Momo, ça se passe comme ça dans la tribune. Il y a le j'aime pas. Tu vas réagir. Je vais te demander. Alors, c'est dans une autre émission, de télé. Il y a un président. Alors là, on va pas dire quel président, mais Momo va nous dire, voilà, ça va être notre, ça va être notre directeur sportif à nous. J'aime l'idée. Voilà, s'il se plaît dans l'émission, peut-être qu'il reviendra. Et ça sera notre directeur sportif qui viendra un peu dire exactement ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas et dans cette émission. Les gars, on attaque. Tiens, Adri, tu voulais parler, journaliste au Parisien, c'est pour toi.
ton j'aime ou ton j'aime pas. Aujourd'hui, comme on est nombreux autour de la table, c'est ou un j'aime ou un j'aime pas. On revient sur le match face à Lille, bien évidemment, la victoire 4-1. Juste vous le dire, je rentrais de vacances hier, je défais les valises, je fais les machines à laver, puis là je me dis tiens, je vais me faire la mi-temps, je vais me faire le match. Je me pose. La violence de cette première mi-temps, de ce 4-0, Lille s'est fait rouler dessus et c'était exceptionnel à regarder. Et je crois que je vais encore me la regarder ce soir parce que c'était génial. Bref, c'est à toi. C'était la meilleure première période de la saison sous Luis Enrique, c'est indéniable. Il l'a dit lui-même. Moi, mon j'aime, je vais ressortir juste une prestation individuelle et ça va être Désiré Doué. Qui au-delà de son but qu'il a marqué, je trouve que c'est l'épaisseur qu'il est en train de prendre dans ce PSG-là. L'affirmation qu'il est en train d'acquérir et on se souvient des premiers mois un petit peu compliqués et qui étaient normaux, mais je trouve que c'est un peu le joueur témoin de Luis Enrique, du joueur qui comprend la philosophie de Luis Enrique et comment il a réussi à la retranscrire sur le terrain. Ça devient un joueur aujourd'hui qui est ultra important dans ce PSG-là alors qu'il a que 19 ans. Aujourd'hui, on se pose presque plus la question de savoir s'il va être titulaire mercredi soir contre Liverpool. C'est presque... Je ne peux pas dire que c'est acquis parce qu'on ne sait jamais avec Luis Enrique, mais il y a une palette qui est ultra large, que ce soit sur un côté, dans le milieu de terrain. C'est un mec qui devient décisif 17 fois déjà cette saison en l'espace de même pas 6 mois. Je trouve qu'il est bluffant de maturité et qu'il a épuré son jeu. Il est au service du collectif et je trouve qu'il a atteint un niveau assez impressionnant et auquel je ne l'imaginais pas aussi vite à ce niveau-là. Momo, je sais que Désiré Doué t'a beaucoup plu sur cette rencontre, mais aussi sur ce que vient de dire, la maturité du garçon. Il a mis 2-3 mois à comprendre l'environnement PSG et avant de pouvoir s'exprimer pleinement sur un terrain. Ouais, c'est vrai qu'il s'affirme. Maintenant, c'est un titulaire indiscutable. C'est vrai qu'au début, ses premiers mois étaient compliqués, mais après, c'est pas évident justement de passer de Rennes au Paris Saint-Germain. C'est juste le temps de comprendre ce que l'entraîneur attendait de lui. Et là, il s'est mis au diapason et là, il est en train de s'affirmer comme un futur grand. Ah, mais on le met où alors parce que moi, je sais pas, à part gardien de but et limite en défense, on l'a vu un peu partout sur le terrain avec Luis Enrique. Toi, tu le mets où sur le match de... Moi, je le préfère en offensif parce qu'il a cette touche technique qui peut apporter énormément offensivement. Donc, offensivement, je pense il serait important. Jonathan, toi, tu le mets où sur le terrain sur le match de il peut jouer partout. Moi, j'aime bien quand même au milieu de terrain parce que après, il n'y a pas vraiment de poste avec Luis Enrique. Oui, bien tu peux sûr, commencer au milieu, être à droite, à gauche, en neuf pendant des séquences de jeu. Et ce qu'il disait Adrien, c'est très vrai. C'est que je trouve que... Alors, on savait qu'il avait un gros potentiel. Moi, je le voyais à son arrivée comme un diamant brut qui était peut-être limite pas prêt au Paris Saint-Germain, mais qu'il fallait façonner. Mais une transformation aussi rapide et aussi impressionnante, et tu vois encore le plafond qu'il a, qui peut encore exploser, il est bluffant ce garçon, honnêtement, et plus les matchs avancent, plus il prend de la confiance, et je trouve que le vrai symbole de Désiré Doué, et presque c'est aussi de maturité express, c'est le match entre les deux matchs de Coupe de France contre Espali et là Saint-Brieuc, où Espali, on le voyait faire ses petits gris-gris, comme s'il prenait de haut les adversaires. Et là, le match contre Saint-Brieuc, où il est focus, sérieux, et il fait un match exceptionnel. Alors, ce n'est que Saint-Brieuc, mais je trouve que dans l'état d'esprit, ça n'avait rien à voir. Et honnêtement, je ne serais pas surpris si au mois de mars, il ne restait pas au campus PSG, on va dire, qu'il soit ailleurs. Une petite convocation par Didier Deschamps. Tu penses qu'Avenir en bleu, Marc ? Parce que, en fait, tout simplement, le PSG va jouer la Coupe du Monde des clubs cet été. Et que c'est le dernier, il est avec les espoirs habituellement, et donc ça va être le dernier rassemblement des espoirs avant l'Euro. Donc je pense que Gérald Baticle va privilégier un autre joueur qui va pouvoir préparer l'Euro, et de facto, Doué n'étant pas dispo, il sera appelé avec les A au vu de son niveau de performance. Enfin, c'est ma logique, hein, mais. Petit tour de table en bleu, Adri aussi. C'est possible. J'avais posé la question à Didier Deschamps il y a 3 semaines de ça. Il m'avait dit que c'était un joueur qui justement, il juge beaucoup sur les matchs en Ligue des Champions parce que c'est un peu le révélateur, les choses comme ça, et qui sont un peu, pas impressionnés, mais ils apprécient son côté à être déjà décisif sur des matchs de ce niveau-là, qui sera capable ensuite de retranscrire en équipe de France. Après, les places sont assez chères devant en équipe de France, donc ce sera pas non plus évident.
Mais son avenir, il s'inscrit à moyen ou très court terme en équipe de France, ça c'est une évidence. En tout cas, on lui souhaite bien évidemment. Désiré Doué qui est en train de casser la baraque. Alors, le but de samedi est vraiment beau, mais alors sa prise de balle contre Saint-Brieuc dans la surface de réparation, contrôle retourné, bim bam boum, j'ai cette petite préférence sur le but de Saint-Brieuc. Voilà, mais par rapport au but face à lui. Je dis ça, je dis rien. Les amis, on passe à Jonathan pour son j'aime ou ton j'aime pas. Ah bah c'est un j'aime. Ouais. C'est pas un j'aime parce qu'on l'avait fait la dernière fois que j'étais venu, il y avait un j'aime ou j'adore. Ouais. Là, ça va être un j'adore. J'ai adoré, on en parlait étant parlé, cette première mi-temps. Elle était d'un niveau stratosphérique. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'étais là au Parc des Princes et je me suis dit, c'est ce genre de mi-temps que je regarde plutôt à la télévision, que je vois dans un championnat étranger, en Angleterre ou ailleurs. Et je me dis, c'est ça le football quand même, c'est trop fort et je verrai jamais ça. Et là, honnêtement, pour moi, c'est une mi-temps digne des équipes comme le Liverpool de Klopp, le City de Guardiola, le Bayern de Guardiola. Ce genre d'équipe où tu te dis, en fait, c'est trop fort. Cette équipe est trop forte. Techniquement, c'est trop fort. Physiquement, c'est trop fort. Tactiquement, c'est trop fort. La première demi-heure où tu tires 15 fois à 0, parce que tu peux être très bon offensivement et avoir quelques largesses défensives. Là, défensivement, c'était parfait. Offensivement, c'était parfait. Moi, honnêtement, c'est cette première mi-temps, j'ai été soufflé et j'étais au Parc des Princes et j'ai pas pu m'empêcher de me lever et d'applaudir parce que quand tu vois ça, quand tu respectes le football à ce point-là, tu es obligé de lui rendre et tu es obligé d'applaudir et dire bravo messieurs, bravo Luis Enrique, et parce que c'était grandiose pour moi. Marc. Ouais, moi j'ai regretté. D'habitude, je vais toujours au parc. Ouais, et c'est là, vrai. ce week-end, j'avais prévu de partir en week-end depuis un petit moment. Faut croire que j'ai pas bien choisi. Quoi. Je crois que j'ai pas bien choisi. À la fin du match, j'ai dit à ma compagne, j'ai raté un truc de fou ce soir. Et je suis un peu dégoûté, j'avoue. Et c'est vrai que la première mi-temps, c'était une claque dans tout en fait. Et je veux pas griller ce que je veux dire après, mais c'est surtout de faire ça à 4-5 jours avant Liverpool, c'est quand même ça montre aussi pas que le rodage tactique, mais aussi le focus mental qu'il y avait sur ce match-là. Je trouve ça très impressionnant. Momo, justement, toi, elle t'impressionne cette équipe quand cette espèce d'activation mentale, et là, c'est une violence, parce que ce qu'ils ont fait à Lille, qui a tapé le Real, qui est allé accrocher la Juventus, qui a battu l'Atlético, qui s'est fait quand même une partie de la scène européenne, et là qui arrive et qui se fait taper dessus. Ils sont au top de leur forme. Je pense qu'il faut applaudir aussi le travail de Luis Enrique, parce que ce qu'il met en place depuis son arrivée, c'est juste extraordinaire. Ça a pris du temps. Maintenant, il fallait que les joueurs ils adhèrent justement à ce qu'ils voulaient proposer. Maintenant, ça commence à marcher. La mayonnaise prend forme. Et maintenant, voilà, ils sont sur un état de forme qui est impressionnant. Maintenant, voilà, ils ont un autre test justement contre Liverpool. Ça va leur permettre justement d'affirmer ce qu'ils ont mis en place depuis le début. Mais en tout cas, ils sont sur un niveau qui est digne de grandes équipes. Qu'est-ce qui, toi, t'impressionne le plus? C'est le contre-pressing, c'est la vitesse d'exécution. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus finalement dans ce jeu de Luis Enrique qui est proposé par cette équipe? Pour moi, c'est de la façon dont ils contrôlent les matchs. Ils arrivent à contrôler les matchs. C'est vrai qu'avant, c'était un petit peu compliqué, mais là, ils font mal à leurs adversaires. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une star, il y a plusieurs stars. Et ils courent tous ensemble. Et quand tu joues en tant qu'équipe, il faut s'attendre justement à de grandes choses. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est magnifique. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui, on le rappelle, en championnat, juste pour petit rappel, ira du côté de Rennes. Ce sera, d'ailleurs, j'ai pas pris mon billet de train. Tu penses comme ça. J'ai pas pris. Peut-être que j'y pense. Pas la SNCF, non, mais c'est en voyant Marc qui a raté le match. Moi, je ne voudrais pas que je rate non plus le match du côté de Rennes. Ce sera samedi prochain. Marc, avec toi, puisque tu as dit que tu allais nous dévoiler un tout petit peu ton j'aime. Mon j'aime, c'est. Je vais profiter de vos mémoires, mais je crois pas avoir vu le Paris Saint-Germain ces dernières années préparer aussi bien un rendez-vous européen, se présenter dans des conditions physiques, mentales, tactiques aussi optimales. D'habitude, on craint toujours la gestion, la blessure avant un tel rendez-vous, parce que tout le monde pense et est dédié à ce rendez-vous. Et par exemple, moi, le discours de Arne Slot, même si le Liverpool joue pas ce week-end, m'a surpris en disant que il était prêt à faire un peu l'impasse sur le championnat,
pour se préparer sur la Ligue des Champions et le PSG. Ça montre voilà, l'influx qu'a cette compétition. Paris, en fait, je trouve qu'ils l'ont préparé de la meilleure des manières. Plier le match au bout de 30 minutes en récitant ton football, 4-0, puis après en gérant. Je ne sais pas si on peut aussi travailler des phases défensives aussi dans ce genre de situation. C'est parfait. Les temps de jeu sont parfaitement gérés. Du coup, grâce à ce 4-0, il n'y a pas de blessure. Franchement, j'ai pas de souvenir voilà, que Paris aborde de manière aussi sereine un huitième de finale, un match, une affiche européenne de cette ampleur. Et l'autre truc qui me plaît aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on aborde plus ce type de confrontation en se disant que si on va gagner, que le PSG va gagner contre Liverpool, c'est pas un exploit en fait. C'est plus un petit en fait. On n'est plus des petits. Cette équipe, c'est plus une petite équipe. Et ça me fait plaisir aussi d'aborder, de sentir que cette équipe, elle fait peur et qu'elle est reconnue aussi pour ce qu'elle propose. Tu as tout le monde dans le studio qui secoue la tête et Adrien le premier. Non, mais il y a une forme de sérénité et de calme auquel le PSG n'est pas forcément habitué historiquement avant ces grands rendez-vous. Enfin, on se souvient des années Laurent Blanc où il y avait parfois des blessés avant, même si sur le terrain ça se passait bien, mais ça pouvait être une blessure. Avec Neymar aussi, des problèmes extrasportifs ou des choses comme ça. Là, il y a rien. Enfin, je trouve que c'est à l'image du coach en fait de Luis Enrique, de ce qu'il transmet à ses joueurs et de ce qu'il dégage sur le terrain. C'est que tout se passe bien, tu as une union collective qui est cohérente et ça fait plaisir à voir qu'avant ces grandes échéances, une forme de sérénité et de calme qui se dégage de ce club-là. Est-ce qu'il y avait une certaine, à ton époque, Homo, il y avait une certaine, on se rappelle, l'hystérie, le président qui est d'entrée, on veut gagner la Ligue des Champions, il faut que ça aille vite. Est-ce que tout de suite, la pression était, ça parlait Coupe d'Europe tout de suite, il fallait des résultats. Est-ce que toi, tu te rappelles de ça à l'époque? C'était les débuts, hein, bien évidemment, du Paris Saint-Germain sous pavillon qatari. Ouais, c'est vrai qu'il y avait énormément de pression parce que voilà, l'objectif de Nasser, c'était de gagner la Ligue des Champions. Mais une Ligue des Champions, ça se gagne justement avec le temps. Et là, je pense que c'est vrai que la préparation des matchs, surtout ce match de Liverpool, je pense que l'atmosphère qu'il y a autour de cette confrontation, tout le monde est serein, que ce soit les supporters, les journalistes, les joueurs. Je pense qu'il y a quelque chose de positif qui se crée et ça, c'est bien pour le club. Et voilà, les ondes positives vont être au parc mercredi et je pense que ça peut le faire. Et Jonathan. Et je trouve qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins ce qui a pu avoir les dernières années, cette hystérie. Rappelez-vous quand Paris tombe contre le Real ou le Barça, il y avait tout de suite, on ne parlait que de ça, on scrutait les blessés, etc. Et c'est pas du tout pareil parce que je pense qu'aussi c'est Luis Enrique, le discours qui tient, et même les matchs en eux-mêmes. Et Luis Enrique, il arrive et il dit nous on est prêts à affronter n'importe qui, on peut voir n'importe qui dans le blanc des yeux. Et ce qui est aussi paradoxal, et je pense que le match va jouer là-dessus, c'est aussi sur les entraîneurs parce que on voit la différence de discours entre Arne Slot qui a pas vraiment d'expérience et qui, depuis quelques semaines, parle du PSG en bien, même quand ils étaient 25e à l'époque, en disant c'est une des meilleures équipes d'Europe, attention. Après, en conférence de presse, il répète que c'est un mauvais tirage, que ça va être un gros match, que ça va être très compliqué. Et de l'autre côté, tu as un Luis Enrique extrêmement serein qui va dire non, on peut prendre n'importe qui, non, on regarde n'importe qui dans le blanc des yeux. Honnêtement, Liverpool, mettez-nous n'importe qui, on est une des meilleures équipes d'Europe. Et c'est vrai que ça contraste presque avec ce qu'on a pu entendre d'habitude. Et cette forme de sérénité, de calme, elle est, je trouve, ambiante et elle est contagieuse. Et en fait, tu as envie de dire, vas-y, Lucho, je suis avec toi. Et c'est en même temps l'entraîneur de la remontada. Donc, s'il a réussi à faire croire à une équipe de pouvoir marquer 6 buts dans un match, j'ai envie de te dire qu'on est capable de tout avec lui, quoi. Donc, je trouve que Luis Enrique contribue énormément à ça, quoi. Oui, Marc. Tu m'as fait signe parce qu'il faut savoir ceux qui ne regardent pas, qui sont en vidéo. C'est une histoire de petits signes. Il faut le savoir. Au moment avec Marc, il lève le doigt, il fait comme ça. Il fait l'appel en profondeur. Un appel en profondeur. Mais discret, mais toujours discret, mais l'appel est fait. Moi je trouve que il y a un inversement des discours en fait, comme si le message qui était répété depuis des mois en fait, ça y est, commençait à infuser auprès de tout le monde. Forcément, quand Nasser Al-Khelaifi au début de l'ère QSI dit on veut gagner la Ligue des Champions, c'est le message qui infuse auprès de tout le monde. Ça fait que tout le monde est focus que sur la Ligue des Champions. Quand Luis Enrique et tout le club, Nasser Al-Khelaifi aussi désormais, rabâche que l'objectif c'est de tout gagner, mais que voilà, l'un ne va pas sans l'autre et que c'est les éléments d'un puzzle ou d'une chaîne.
voilà, on commence tous à comprendre ça et il n'y a plus en effet cette excitation, cette hystérie, cette inquiétude. Et en fait, elle est due aussi au fait que, je sais pas, si demain Barcola se blesse, en fait, il y a Kvaratskhelia, il y a Désiré Doué, et qu'en fait, ce turnover qui est mis en place de manière permanente par Luis Enrique, elle permet aussi d'envisager une suite, avec un futur avec des absents sur un match, quoi. Juste noter, c'est un peu passé, alors je dis pas passé à l'as, mais toujours pareil en fait avec les médias allemands, mais voilà, sachez que Nasser Al-Khelaifi a parlé dans 2 médias allemands et qu'il a dit que le plan quinquennal était une erreur. Je l'admets ouvertement. En fait, quand il est arrivé, quand il a dit je veux gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans, et voilà, il s'est mis la pression. Il le dit, voilà, ce qui est plutôt bien. Ça s'est passé ce week-end. C'est toujours pareil. Je comprends pas l'intérêt de faire ce genre de truc sur un média étranger, 2 médias étrangers, un week-end à 3 jours de la Ligue des Champions et de pas être dans les médias français. Je dis ça. Je dis rien, mais je l'ai quand même dit, tout comme le directeur général du Paris Saint-Germain qui prend la parole aujourd'hui dans le Figaro pour venir mettre une espèce de pression et nous reparler du stade, alors qu'on a juste envie de parler football. Là, on veut juste parler ballon. Là, et à Liverpool qui arrive, viens pas nous parler de savoir si l'investisseur va partir ou ou savoir si dans 3 semaines ou 1 mois, il va y avoir le stade, on aura le nom de la commune. Enfin, bref, ça m'énerve. Momo, il doit se dire, mais dans quoi je suis tombé Mohamed, justement, avec toi, tu as vu comment ça marchait pour les j'aime pas. Est-ce que tu as un j'aime ou un j'aime pas à nous proposer sur le match justement que tu as vu c'était samedi, bien évidemment, pour le match entre le Paris Saint-Germain et Lille. J'aime l'influence de Ousmane Dembélé, parce que pour moi, on a perdu malheureusement Mbappé, mais on a un Ousmane Dembélé qui pour moi a pris ses responsabilités. Il est décisif. Dans les moments importants, il répond présent. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. Et j'espère que contre Liverpool, il va prouver justement tout l'état de sa forme. Et pour moi, c'est un top joueur. Tu as senti une bascule? Est-ce que dans les matchs que tu as pu voir, parce que moi, il y a un moment, là, quand Manchester City, juste avant en conférence de presse, il dit faut mettre de la folie. Et quelques instants après, Luis Enrique fait la folie, tranquille. Mais quand il rentre, justement, la folie s'installe et alors là, c'est parti, la vague est partie et depuis, ça ne s'arrête plus. On a l'impression que le groupe le suit. Est-ce que tu ressens ça en tant qu'ancien joueur? Tu dois voir des choses que nous, on ne voit pas, mais on a l'impression que c'est lui le patron, en fait. Ouais, c'est lui le patron. Clairement, Ousmane, il est champion du monde. Maintenant, il arrive à marquer des buts. C'est vrai qu'au début, il était énormément critiqué. Il a pris confiance en lui aussi. Physiquement, il est au top de sa forme. Donc, en fait, il est dans la continuité de tout ce qu'il a mis en place depuis des années. Et maintenant, voilà, il répond présent et il montre tout l'étendue de son talent. Adrien, Ousmane éternel, tu le fais jouer à Saint-Brieuc, allez hop, tu fais fin de match à Saint-Brieuc, je vais m'en marquer un petit. Là, il en marque encore un qui est assez magnifique, encore une fois, qui est beau. Dans la construction. En plus, il est reparti sur une position à droite sur laquelle il avait l'habitude de jouer la saison passée à Paris. Et voilà, je trouve aussi c'est le symbole de ce PSG-là qui est calme et serein, c'est qu'aussi il est épargné par les pépins physiques. Ah bah oui. Et que toutes ces années où il a traîné ses galères, ses problèmes de blessures à répétition, tout ça, c'est que tout ça s'est débarrassé et ça date déjà de la saison passée et que lui aussi il a trouvé une forme de plénitude à cet âge-là et que évidemment que le PSG sera dépendant de la forme de Dembélé mercredi, mais je pense que même sans un grand Dembélé, ce PSG-là n'est pas forcément ultra dépendant, une dépendance Dembélé comme pouvait y avoir avant Mbappé ou quoi que ce soit. C'est que les forces offensives et globales sont tellement réparties et étendues que je pense que même sans un grand Dembélé, le PSG pourra rivaliser avec Liverpool et faire la diff devant. On en reparlera justement d'Ousmane Dembélé dans l'un de nos débats, puisqu'on se demandera quel est entre Dembélé et Salah, quel est finalement le joueur qui pourrait le plus manquer à son équipe s'il n'était pas là. Mais ça, ce sera en fin d'émission. Tiens, Momo, puisque tu es avec nous, on l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai un auditeur il s'appelle Toubizou, qui nous dit, j'ai une question pour Mohamed Sissoko. Voit-il en Warren Zaïre-Emery un futur joueur du PSG à la Steven Gerrard du côté de Liverpool? Est-ce que toi, tu imagines ce genre de garçon rester très longtemps? Voilà, je le glisse parce que j'ai promis que je poserais les petites questions comme ça pendant l'émission. Et ton regard aussi sur un garçon comme Warren Zaïre-Emery? Malgré son âge, c'est un grand déjà.
Mais je pense que dans la continuité du projet du Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui va rester, pour moi, toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Il aime tellement ce club que pour moi, je le vois rester au Paris Saint-Germain toute sa carrière. Pour toi, c'est encore, toi qui est en contact avec les jeunes générations, c'est encore jouable ce genre de profil où ça existe. J'ai l'impression, moi, de mon regard de vieux, ça n'existe plus ce genre de profil. Il y a encore des joueurs qui peuvent s'inscrire dans le long terme dans des clubs. Je ne sais pas si les autres joueurs, mais en tout cas, connaissant un peu Zaïre Emery et l'entourage et la façon dont il aime le Paris Saint-Germain, je pense que, et le projet qui est mis en place aussi, je pense que Zaïre Emery, il peut faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Parce qu'il aime tellement ce club que pour moi, je le vois pas partir loin du Paris Saint-Germain. Quel est le joueur, là c'est la question de Bruno Salomon de ici Paris-Île-de-France, quel est le joueur, toi, au milieu de terrain qui te plaît le plus actuellement dans ce PSG-là? Neves. C'est vrai. Neves, pour moi, j'aime beaucoup parce que il dégage quelque chose. Il a du Marco Verratti. En plus, il est décisif. Quand je le vois jouer, il me fait énormément plaisir. Pour moi, Neves, c'est top. Top. En plus, c'est jeune. On se dit qu'il y a encore une marge de progression, non? Ouais, il est jeune. Il y a une grosse marge de progression. Et ce qu'il fait à son âge, c'est extraordinaire. Et il a de l'influence dans le jeu. Ses coéquipiers lui font énormément confiance. Il reçoit les ballons dans des zones où, voilà, en tant que milieu de terrain, c'est difficile de les recevoir. Et lui, voilà, il est tout le temps là à demander les ballons et il sait faire. Et il sait faire jouer ses coéquipiers. Et dernière question de La Pieuvre qui nous dit est-ce que tu peux nous donner ta vision, parce que tu as été milieu défensif, bien évidemment, par rapport à ton époque, qui est pas lointaine, hein, mais il y a une différence par rapport au milieu défensif d'aujourd'hui. Est-ce que tu vois, toi, une certaine comparaison, ou pour toi, c'est encore le même métier, j'ai envie de dire? Bon, c'est différent parce que c'est vrai que à mon époque, après, on n'est pas des vieux, mais Ah bon. non, moi si, barbe blanche, tout, pas toi. À mon époque, c'est vrai que les entraîneurs, ils aimaient bien jouer avec des joueurs très athlétiques au milieu de terrain. Et c'est vrai que maintenant, avec l'arrivée justement d'entraîneurs comme Luis Enrique, ils préfèrent justement des profils ou des joueurs qui aiment le tiki-taka, qui savent jouer, qui savent ressortir les ballons. Et c'est vrai que voilà, c'est des profils différents, mais encore une fois, le plus important, c'est de montrer un bon football et de savoir défendre et attaquer. Je me permets une dernière question, hein, les copains avec Momo, pour parler des milieux de terrain, bien évidemment. Dans le débat, il y a un débat qui fait rage, c'est Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, il y a une partie, et j'en fais partie, qui lui tombe dessus en disant c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe, pourquoi? Et de l'autre, il y a ceux qui comprennent. Est-ce que toi, tu comprends l'intérêt d'avoir un Fabian Ruiz? Quel est ton regard sur le travail de Fabian Ruiz dans le jeu de Luis Enrique? Pour moi, il est important dans l'équipe. Il est plus qu'important parce que il sait jouer, il marque des buts, il est décisif. Mais qu'est-ce qui fait qu'on lui tombe tous un peu dessus? C'est parce que c'est son côté un peu lent? Non, je pense qu'en fait, on l'a vu tellement bon à la Coupe d'Europe qu'en fait, on s'attendait à ce qu'il fasse la même chose au Paris Saint-Germain. Mais ça a pris du temps. Maintenant, il fallait qu'il s'adapte. Mais pour moi, être dans le dispositif de Luis Enrique, il est super important. Très bien, vous voyez. Tu as bien raison. Voilà, donc là, t'as un des défenseurs. Après, il faut dire aussi que ses dernières performances sont quand même, je trouve, meilleures que celles qu'il pouvait produire au début de saison. Ah, mais d'accord. Tout le monde, en fait, finalement. Ouais, non, mais lui aussi a élevé son niveau de jeu et que le côté tranquille, je suis lent, je me fais pas mal, je trouve que lui aussi a élevé d'un cran son niveau de jeu. Je suis d'accord avec toi. C'est bien, Adrien, de leur dire. Voilà, non, mais on lui est tous tombés dessus, moi le premier. Je te rassure, moi aussi. Mais, je trouve que là, il donne raison à Luis Enrique et que ça devient un pion indispensable de son dispositif. En tout cas, ce qui est sûr, on le rappelle, en championnat, le PSG qui roule tout droit vers le titre de champion de France, bien évidemment, avec Marseille qui est loin derrière. Prochain match qui va être intéressant, donc je vous l'ai dit, en championnat, ce sera face au Rennes d'Habib Beye. Ravi de retrouver Habib, à qui on ira dire bonjour du côté de Rennes, mais ça sera samedi prochain. Avant, il y a le match de Liverpool. Je veux juste vous faire écouter un petit son de Luis Enrique.
voilà, pour un peu planter le décor, on va rentrer dans ce match de Liverpool, là où on a parlé de Lille, etc., et de ce qui s'est passé sur le match de Lille. On va écouter un petit mot de la part de Luis Enrique à la sortie du match, conférence de presse. Luis Enrique, qu'est-ce qui vous plaît dans votre équipe? Est-ce que vous êtes en forme en ce moment? Réponse. Solo podemos mejorar. On ne peut que s'améliorer, il y a tant de choses à améliorer, mais quand les joueurs ont cette mentalité à toujours vouloir travailler, c'est merveilleux pour un coach. Sommes-nous la meilleure équipe dans le pressing? Sans aucun doute, mais pas que dans le pressing, également dans la possession, dans la création d'occasions, dans l'efficacité. Si vous regardez les statistiques en Ligue des Champions, vous verrez que nous sommes une des meilleures équipes d'Europe. Nous, le PSG. Nous sommes l'une des meilleures équipes d'Europe. Il a la confiance quand même, notre coach là. C'est factuel. Mais oui, c'est factuel. Oui, mais factuel par rapport. D'accord, mais bon. Regarde les équipes européennes du moment. Cite-moi, tu me fais un top 3. Je mets Liverpool, je mets le PSG. Barça. Et voilà. Voilà. Comme ça. Très bien, on a fini l'émission. Merci, c'était sympa. Je pense que les matchs parlent d'eux-mêmes en fait. Non, mais ce qui est assez fou, c'est d'entendre ce discours-là. C'est pas pour vous, hein. De quoi? De la part de Luis Enrique? Ouais, de la part d'un coach. Un coach. C'est pas étonnant quand ça fait 2 ans qu'on le pratique maintenant. C'est pas étonnant de sa part. Hein. Mais ça reste factuel en fait. Il s'avance pas en lançant une pièce en l'air. Je veux dire, c'est factuel. Dans la possession de balle, c'est une des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est la meilleure. Dans la création du nombre d'occasions, y a des stats qui montrent combien d'occasions tu te crées ou tes expected goals, t'es au top. Et puis, je sais plus qu'est-ce qu'il est sur le contre-pressing, le pressing. C'est pareil. Donc, c'est pas de la prétention. Je pense juste que c'est factuel. Momo, est-ce que tu aurais voulu, ça t'aurait plu d'être joueur sous Luis Enrique, extrêmement rigoureux, bien évidemment, il y a du turnover. Est-ce que toi, ça t'aurait plu et est-ce que ce genre de discours, ça s'entend quand on est joueur et on a envie d'aller à la guerre quand on entend ça? Non, c'est sûr que quand tu as un entraîneur qui prend toute la pression sur lui et qui met toute la pression sur lui justement pour libérer ses joueurs, moi j'aurais aimé justement avoir un coach comme Luis Enrique parce que voilà, il sait faire, il sait dans son management, il est cohérent. Dans le turnover, c'est vrai qu'en France, on a tendance justement à critiquer le turnover, mais moi à l'époque, quand je jouais avec Rafael Benitez, tous les week-ends, c'est jamais le même 11, et au final, on termine champion en Espagne. Donc en fait, ça c'est leur particularité, mais je pense que ce qu'il est en train de faire, Luis Enrique, il a créé vraiment quelque chose. Il a créé une identité au sein du club et ça, c'est positif et il faut l'applaudir par rapport à tout ce qu'il met en place. Mercredi à 21h, le Paris Saint-Germain va affronter Liverpool. Ce sera à suivre sur notre antenne, bien évidemment, avec Pierre Clément et la bande PSG pour les directs avec une émission spéciale de 20h à minuit. Et la première question dans ce podcast, Liverpool, est-ce que c'est enfin le match révélateur de la saison et finalement la confrontation révélatrice de la saison pour le Paris Saint-Germain? Je me retourne vers Jonathan qui va se lancer dans le débat et bien évidemment les amis, échange après entre nous. Est-ce que affronter le premier de Première Ligue qui n'a perdu qu'un seul match en championnat et qui n'a perdu qu'un seul match en Coupe d'Europe, qui a terminé premier de poule, est-ce que ça va permettre, ça sera un vrai révélateur ou finalement c'est la saison qui sera révélatrice, cher ami? Eh bien non, ça ne sera pas un test pour moi. Pourquoi? Parce que moi, le seul test, c'est de savoir est-ce que Paris peut gagner la Ligue des Champions en battant Liverpool. Pour moi, c'est que ça. Après, si on peut dire, si Paris se fait sortir, après tout dépend de la manière, mais au pire, s'ils se font sortir, on se dit quoi? On se dit, en fait, ils se seront fait battre par la meilleure équipe d'Europe. Et au pire, même si tu es la deuxième meilleure équipe d'Europe, ça ne fera pas de toi une mauvaise équipe. Moi, je juge sur ce que je vois. Depuis le début de l'année 2025, je vois une équipe qui régale en France, en Europe, etc. Et j'ai pas besoin de ce match pour me dire que cette équipe, en fait, elle n'a pas un potentiel de dingue, qu'elle joue pas super bien, etc. En revanche, si tu bats Liverpool, là, tu peux effectivement t'affirmer comme une équipe ambitieuse qui peut vraiment aller au bout dans cette Ligue des Champions, ce qu'on n'aurait jamais pu dire il y a encore 2 mois. Donc c'est pour ça que moi, quand j'entends à droite à gauche ce truc de c'est un test. Non, c'est pas un test. C'est de toute façon, on verra si Paris peut battre. S'ils perdent, ils perdront contre plus fort. S'ils gagnent, là, en revanche, on pourra vraiment changer de discours. Mais en fait, je n'ai pas besoin de ce match pour me dire que cette équipe joue super bien et que c'est une des meilleures équipes d'Europe. Marc, je te vois réagir. Pourquoi tu souris? Qu'est-ce qu'il y a? Ce petit air expiègle. Bien sûr, c'est un test parce que la Ligue 1, c'est révélateur de rien du tout. Le plaisir qu'on peut prendre à regarder cette équipe,
C'est vrai, moi je prends du plaisir à les regarder depuis 1 mois et demi, 2 mois. La première Sauf partie ce de saison, week-end, tu les as pas regardés, mais ça je dirais. Si, j'ai revu le match Le 2 mec fois. qui même. retourne couteau dans la plaie. Mais voilà. Non, mais même je vais au parc pour les matchs qui ont été moins plaisants. Je te taquine, J'ai à dire, non. mon Marc. Mais voilà, t'as envie de situer cette équipe, savoir quelle est sa marge de progression. T'as envie de savoir si elle est un grand d'Europe, comme le dit Luis Enrique, ou en tout cas si les chiffres factuels de sa possession de balle, sa capacité à créer des occasions, à presser, se confirment à un niveau supérieur en Coupe d'Europe face à une des 3 meilleures équipes européennes. C'est ça que tu as envie de savoir de cette équipe. Est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que c'est une dynamique durable? On les voit trop beaux là, le PSG. Est-ce qu'on sait qu'on s'en va. Je comprends ce que veut dire Jonathan et je suis plus de l'avis de Marc, c'est que tu as envie de voir à quoi. Qu'est-ce qu'elle peut donner face à une équipe référence en Europe sur ce qui est l'aspect physique, tactique, contre-pressing. Donc ça, tu as envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais ça ne va pas remettre en cause, évidemment, tout ce que tu as fait depuis le début. Et c'est pas une question de dévaloriser tout ce que le PSG a fait en Ligue 1 face à une équipe B de Lille, face à Manchester City qui est un peu en perdition, quoi que ce soit. C'est qu'on sait ce qu'elle a dans le ventre, cette équipe du PSG. C'est juste de voir un peu un test grandeur nature face à ce genre d'équipe, parce que face au Bayern, je trouve qu'elle s'était ratée, face à Arsenal aussi, face à des tests vraiment importants à l'extérieur ou des choses comme ça. Là, tu as envie de voir un peu, face à une équipe référence en Europe, ce que ça peut donner. Et même s'ils sont éliminés, ça ne remettra pas en cause tout ce qu'a fait Luis Enrique. C'est juste de voir à l'instant T ce que ça vaut vraiment. Si vous écoutez ce podcast, vous l'écoutez, non pas le regardez, à ma droite, j'ai Adrien et Marc, et à ma gauche, j'ai Momo et Jonathan. Et j'en ai deux qui secouaient un peu la tête pendant que Adrien était en train de parler. Ils sont à ma gauche. Jonathan, tu voulais réagir sur quelque chose que venait de dire Adrien? Je t'attends. Bien sûr. Dis donc, on n'est pas à Lyon avec l'entraîneur qui vient mettre le tête-à-tête avec l'arbitre là. Attends, qu'est-ce que c'est que cette agression? Vas-y, Jonathan. Mais moi, j'entends ce que dit Adrien, mais simplement, j'aurais tenu le même discours si ça avait été contre le Bayern, contre Arsenal, contre l'Inter. Là, tu tapes contre ce qu'il y a de plus fort. Donc, je peux pas le considérer ça comme un test. Je veux juste voir. Enfin, effectivement, on va voir ce que c'est contre l'élite. Mais le test de savoir ce qu'il a dans le ventre, j'ai envie de te dire que on le voit depuis 2 mois parce que malgré tout, Paris n'a joué cette série de résultats. Alors, avec tout le respect pour ces équipes, c'est pas contre Nantes, c'est pas contre Le Havre, c'est pas contre ce genre d'équipe, c'est quand même contre Monaco qui était en Ligue des Champions, contre Brest qui était en Ligue des Champions, City qui était en Ligue des Champions, Stuttgart Ligue des Champions, Lille Ligue des Champions. Pas la même catégorie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on l'a vu au début de saison, les matchs contre Girona, c'était pas non plus la même catégorie. Pourtant, tu as eu beaucoup de difficultés, ou même le PSV. Là, pour le coup, tu as quand même joué contre des équipes qui étaient ou qui sont en Ligue des Champions, et à chaque fois, t'as pas juste gagné, tu as fait des matchs quand même étincelants, et même Lyon qui est en Coupe d'Europe, aussi tu fais 70 bonnes minutes, 70 premières bonnes minutes de très grande qualité, mais voilà, en fait, je me dis que les références, tu les as... Alors évidemment, la référence ultime, c'est Liverpool parce que c'est la meilleure équipe d'Europe, mais tu as joué quand même contre des équipes européennes, et à chaque fois, tu as été très bon. Voilà. Mohamed, ton avis, Momo, ton avis là-dessus, sur justement ce test ou pas test, est-ce que c'est le révélateur pour le Paris Saint-Germain de sa saison finalement, ce match face à Liverpool? Pour moi, au jour d'aujourd'hui, Paris fait partie de l'élite. Paris fait partie de l'élite, donc on ne peut pas justement être dans un débat où si on gagne pas. Paris doit gagner en fait. S'il veut s'affirmer comme un grand d'Europe et s'il veut s'affirmer comme un grand champion, ils doivent gagner. Et là, il n'y aura plus de débat. Parce que c'est vrai que s'ils gagnent, c'est bien. S'ils ne gagnent pas, ben on va dire, ouais, mais ils ont été éliminés par plus fort. Mais si Paris fait partie de l'élite, ils doivent tenir tête à Liverpool. Et je pense que Paris, ils peuvent s'asseoir à la même table que Liverpool. S'ils mettent tout ce qu'ils mettent en championnat, Paris, ils peuvent s'affirmer contre Liverpool. Donc, qu'est-ce que tu dois mettre comme ingrédient pour que justement ça passe? Donne-nous la recette. La recette, je pense que ça va être au niveau de l'intensité. L'intensité, si Paris arrive avec une détermination et arrive avec une intensité au-delà de ce qu'ils mettent en championnat de France, je pense que ça va jouer sur ça. S'ils mettent beaucoup d'intensité et ils font beaucoup de contre-pressing, tout ça,
Paris a ses chances de gagner contre Liverpool. Tu parlais tout à l'heure, Marc, de justement que Paris était prêt, avait le coffre. En tout cas, on a l'impression que la voiture est pimpante et qu'elle est prête à démarrer. Est-ce que tu penses qu'on a 90 minutes, 180 minutes, voire plus d'intensité pour défier cette équipe de Liverpool qui, tous les week-ends, pour le coup, joue dans un championnat très intense? Ouais, qui n'a pas joué ce week-end. C'est vrai. Voilà. Ouais, je pense. Mais en fait, je vais prolonger aussi la question initiale. C'est un test parce qu'en fait, tu as le sentiment que tout ce que tu vois depuis 1 mois et demi, c'est préparé pour ce rendez-vous-là, pour cette grande échéance. Et oui, c'est un test aussi parce qu'on a tous ce petit frisson, cette envie de voir ce PSG qui nous montre de belles choses depuis 1 mois et demi, 2 mois, pour ce type de soirée, et savoir si ça va, la mécanique va se remettre en marche encore dans ce type de rencontre. Moi, je pense qu'ils ont les capacités de le faire. La semaine dernière, en termes de physique, j'entends. La semaine dernière, on faisait un comparatif entre Virgil van Dijk et William Pacho sur le temps de jeu qu'ils avaient joué l'un et l'autre, donc même poste, central gaucher. Et il y en a Virgil van Dijk qui a joué quasiment 5 ou 6 matchs de plus dans la saison que William Pacho. Donc en effet, ils n'ont pas joué ce week-end, mais je pense que la gestion des temps de jeu, elle est assez optimale du côté du PSG. Et Luis Enrique et son staff, c'est quand même des gens qui sont extrêmement pointilleux, qui regardent les états de forme. Et je crois que ça se voit quand même qu'en ce moment, Paris sont physiquement dans un pic de forme, à la fois dans leur capacité à faire du pressing, à pas non plus gérer la possession comme en faisant tourner, mais à se projeter très rapidement vers l'avant. Je pense que ça, c'est le signe d'une équipe qui est en confiance, mais qui est aussi en forme physique. Dans ce studio, il y a un homme qui nous a plongé dans la coulisse et dans les coulisses du travail de Luis Enrique. C'est toi, mon bon André. Tu sais quoi, j'ai eu la flip parce que j'ai vu ton visage en train de se dire de qui il parle. J'étais là, mais j'ai bien lu l'article et c'est bien toi qui l'as fait. Donc, est-ce que c'est bien toi? On est d'accord? J'ai eu peur, j'étais vu te décomposer, j'étais en train de me dire zut. Moment d'absence. Non, mais t'inquiète pas, non, mais c'est au moins, c'est voilà. Ce qui est sûr, c'est que est-ce que tu es d'accord avec Marc sur le côté tout ce qui est en train de se passer et cette préparation, en fait, tout était prévu dans Paris et dans les clous de ce qu'il avait prévu, en fait. Ouais, parce que ce turnover, en fait, il est mis en place depuis quand même un bon moment. Je prends l'exemple, par exemple, de Vitinha, qui on pouvait s'attendre typiquement à ce qu'il soit titulaire sur un match comme samedi, le fait jouer qu'une demi-heure alors qu'il joue pas non plus le mercredi d'avant. Donc tu sens que tout ce qu'on peut, tout un peu les idées préconçues qu'on peut avoir de dire lui il va jouer avant, donc après il va pas jouer, c'est que c'est une stratégie sur le long terme et qui est réfléchie, qui est travaillée, et que ouais, c'est pas du hasard tout ce qui se passe. Donc les mecs sont en forme et tu vois qu'il n'y a pas de blessés aujourd'hui. Tout est mis en place pour que les mecs soient déter le jour J. Marc, très court, tu viens de me dire, et après derrière, vient de me faire signe, et après derrière Jonathan. Ouais, en fait, au PSG, tout est individualisé, et je sais pas si... il y a un excellent papier samedi de Adrien dans Le Parisien qui expliquait la préparation des jours de match, et on y apprend que les menus des joueurs sont individualisés en fonction de certains moments dans la saison, et je pense que le temps de jeu, c'est exactement la même chose. Les entraînements, le visionnage, le travail individuel sur des séquences de jeu pour des joueurs, où Luis Enrique convoque les joueurs pour faire de l'individuel. Bradley Barcola l'avait dit dans l'interview qu'il avait fait au Parisien. Tout est individualisé, et le temps de jeu, c'est le prisme de tout ça, en fait. Ouais, les charges de travail, en fait, typiquement un jour de match, sont faits au cas par cas. Il y a un échange avec le staff performance et Luis Enrique qui disent, bon voilà, typiquement aujourd'hui, Ousmane Dembélé, il arrive, il a passé une bonne nuit. On va lui faire un petit travail musculaire tranquille, léger, des petits étirements. Pour un mec qui va être un peu plus dans le mal, sieste privilégiée, un truc adapté. C'est vraiment du cas par cas. Et c'est du travail d'orfèvre, et tu sens que c'est préparé, c'est minutieux, et que c'est pas du hasard. Ça donne envie, de retourner. Et il va reprendre la licence et il va y retourner. Rien n'est fait au hasard. Je pense qu'il a pris en NBA, c'est ce qui se fait. Donc Luis Enrique l'a mis ça en place dans le football, et
Ouais, c'est minutieux et c'est intelligent de sa part. Et vous savez que, il faut le savoir, je pense que tu le sais, je sais aussi que tu gères la carrière de certains jeunes aussi du côté du Paris Saint-Germain. Il y a maintenant au PSG Capucine Bertrand, elle est nutritionniste pour les jeunes. Et donc là, c'est parti. Elle est arrivée via le staff de Luis Enrique et on l'a mis en place pour qu'elle gère les jeunes à partir de 13-14 ans et pour que ça se mette aussi en place niveau nutrition et tout ce qui est aussi cycle de sommeil, etc. Bon bref, c'est un gros travail qui est en train de se mettre en place du côté du Paris Saint-Germain. Jonathan, tu voulais réagir à l'une des deux réflexions. Je crois que c'était à ce qu'avait dit en fait, Adrien. C'est très court, mais c'est parce qu'on en parle beaucoup. C'est pour ça que tout simplement l'effectif est au complet avant 8e de finale. Avant, on se rappelle justement on parlait tout à l'heure, ça rentrait là-dedans, c'était ce esprit d'hystérie globale avant d'un match. On se rappelle des Thiago Silva qui pouvaient être absents ou des Neymar ou ce genre de joueurs. Bon, là, t'as aucun blessé. Surtout, de base, t'avais des joueurs quand même à risque, que ce soit un Ousmane Dembélé, un Lucas Hernandez, même un Presnel Kimpembe qui est de retour dans le groupe. Là, en fait, ils sont tous en forme, ils sont tous à leur pic de forme. Et il n'y a pas de hasard dans le sport professionnel. Et je pense que Momo à côté est vraiment bien placé pour le savoir. Tu sens que tout est très, très bien travaillé. Et encore, il faut mettre ça au crédit de Luis Enrique qui prépare à la perfection cette équipe pour ces rendez-vous, quoi. Marc, puis Adrien. Moi, tout petit truc, il y a aussi un truc qu'on capte pas, je pense, dans cette dynamique du moment. Mais le fait que Luis Enrique n'ait plus à gérer un Randal Colomwani, un Milan Skriniar, un Marco Asensio, qui pouvaient avoir des états d'âme ou peut-être des jours où ils étaient moins performants à l'entraînement, parce que même si Randal Colomwani, de ce qu'on nous avait dit, c'était plutôt très sérieux. Voilà, ça participe à la dynamique du groupe parce que tu as pu à gérer ces trois joueurs-là qui se sentaient pas concernés, qui n'étaient pas impliqués dans ce que vous voulez, qui n'étaient pas impliqués par Luis Enrique, pas eux qui n'étaient pas impliqués, mais Luis Enrique qui les impliquait pas, quoi. Oui, Adrien. Non, je voulais rebondir à ce que disait Jonathan, c'est qu'il n'y a pas d'hystérie, même là où quand Warren Zaïre-Emery était absent pendant un mois. Je me souviens l'an passé, avant d'arriver à Dortmund, que Zaïre-Emery était blessé. On se disait, oh là, mais comment le PSG va faire si Zaïre-Emery n'est pas là? Là, il a passé un mois absent, il a pu se rétablir tranquillement, et on se disait, oh là, il y a Fabien Ruiz, tranquille, il va y avoir Neves, il va y avoir Vitinha. C'est qu'en fait... Puis il y a même le petit Mayoulou. Il y a le Mayoulou, qui a fait l'intérim. Doué aussi, c'est qu'en fait, même les absences... importantes de certains joueurs cadres sont pas liées. Il n'y a pas d'hystérie même autour d'une absence potentielle. Donc ça aussi, c'est nouveau par rapport à ce qui se passait avant. Justement, ça, pour qu'un groupe aborde correctement des grands événements, Momo, c'est justement qu'il n'y ait plus cette hystérie, qu'il n'y ait plus cet affolement. Le moindre joueur qui se pète en se disant « Oh là là, s'il n'est pas là, on est dans le mal ». Là, cette sérénité, on aborde mieux les rendez-vous. Ouais, on les aborde mieux. C'est vrai que surtout s'il y a une profondeur de banc, c'est aussi important. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est important justement le recrutement et justement les remplaçants qui adhèrent justement au projet. Parce qu'au final, tout le monde est concerné, que ce soit les titulaires, ceux qui jouent un petit peu moins, et ceux qui jouent un petit peu moins, ils doivent répondre présent justement quand on fait appel à eux. Donc en fait, c'est toute cette dynamique-là qui fait qu'une équipe elle tourne. C'est donc l'information, on le rappelle, l'information importante de ce podcast, c'est que Momo Sissoko va donc retourner sur le terrain. Il veut être coaché par Luis Enrique. Je précise, c'est une blague, non, parce que je t'explique. Ouais. Après, il y a des gens qui reprennent en disant Bruno Salomon annonce le retour. Et juste un truc, je profite d'avoir des insiders là autour de la table. J'ai cru comprendre que Aston Villa était fou de son Asensio, que déjà on commençait à réfléchir. Non, j'ai pas. Non, rien de. Bon. En tout cas, ça marche bien pour lui. Oui, ça marche bien. Il marque tout ça, donc peut-être qu'ils voudront lever l'option à la fin de l'année. Je sais pas. Je sais pas s'il y a une option. C'est un pré-sec, ouais, pré-sec, mais à première vue, ils sont en train de s'atteler à vouloir travailler autour de tout ça. C'est la presse anglaise qui nous a annoncé ça. Dans quelques instants, on va bien évidemment regarder les points faibles de cette équipe de Liverpool, parce que les points forts, ça sert à rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui marche pas s'il y a quelque chose qui marche pas d'ailleurs dans cette équipe. Et puis on parlera des deux stars de cette rencontre, Dembélé et Mo Salah. Pour le moment, on fait une mini pause et on se retrouve dans quelques instants dans votre podcast préféré. Ici, on est 100% PSG. C'est le match que tout Paris attend avec impatience. Paris Saint-Germain-Liverpool ce mercredi au Parc des Princes à partir de 21h. Prise d'antenne dès 20h sur ici Paris-Île-de-France. Ici Paris-Île-de-France, 100% supporter du PSG.
100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune. Même pendant la toute petite pause, ça parle de Saint-Brieuc, des matchs, etc. C'est notre ami Marc Méchénois, Adrien Chantegrellet, Jonathan Mensanoun sont avec nous et un invité exceptionnel, un homme qui a joué dans les deux clubs qui vont s'affronter dans quelques heures, désormais dans moins de 72 heures, Liverpool et le Paris Saint-Germain. C'est Momo Sissoko. T'es au match Ouais, j'ai été invité par le Paris Saint-Germain, donc c'est bien, ça fait plaisir parce que c'est vrai que en tant qu'ancien Parisien, le fait qu'il m'invite, pour moi, c'est toujours un énorme plaisir de retourner au parc. Donc encore un grand merci au Paris Saint-Germain pour l'invitation. T'as reçu aussi toi ta carte légende, c'est quoi, c'est la légende club là? Ouais, c'est ça. Franchement, tu l'as aussi? Ouais, je l'ai aussi. Et alors c'est plaisant. Parce que voilà, t'as fait 2 saisons au Paris Saint-Germain, t'as été joueur du PSG, c'est quand même... C'est valorisant et c'est plaisant parce que c'est vrai que voilà, je fais partie quand même des joueurs qui ont fait partie de la première ère Qatari, du premier projet. Donc c'est plaisant, tu as des avantages. Et c'est vrai qu'en Angleterre, ça se fait énormément. Voilà, le fait que les anciens joueurs ils retournent de temps en temps voir les matchs, et des fois on fait des matchs de charité aussi. Donc voilà, le fait que le Paris Saint-Germain m'ait invité justement sur ce match-là, ça fait énormément plaisir. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait je sais pas, autour de cette table, hein, un petit retour des matchs avec, tu sais, les anciennes gloires, qui fassent une équipe. Il y avait les anciens, les anciens. Non, mais puis les anciens du PSG qui se retrouvent et qui fassent quelques matchs comme ça pourrait être. Bon, bref, pardon, c'était une petite réflexion. Pour une autre. Tu penses qu'on peut le proposer? Non, mais sur le Paris Saint-Germain et sa relation à son histoire, je pense qu'il y a un vrai. Il y a une émission. Il y a des choses qui se remettent un petit peu en place, en tout cas. J'espère que ça ira ils iront plus loin. D'accord, très bien. Bon, j'ai compris, je t'inviterai dans l'émission. Je peux dire un truc, mais quand on avait visité le campus, j'avais été très surpris par l'absence de référence à l'histoire de ce club au campus. Voilà. Ah oui, des affiches. Sur les affiches, il n'y a aucun ancien joueur, ancienne gloire du. Tu as des petits noms sur certaines salles, des choses comme ça. Il n'y a aucune photo. Enfin, voilà. Ça m'avait marqué en fait. Et je l'avais dit à la personne qui nous avait. Qu'ils avaient fait la visite. Ouais. Il y avait la phrase de Stephen Curry. Enfin, c'est pas un ancien Parisien, mais il y avait Stephen Curry en tout cas. Donc, je ne sais pas s'il était milieu de terrain à l'époque, mais ça vient de régler le truc. Il vient d'assommer là. Bon voilà, c'est Marc que tu. Non mais très bien. Je te promets qu'on fera l'émission et tu seras l'un des débatteurs pour nous en parler. Non mais en plus il y a des gens qui pourront très bien en parler, je pense, au Paris Saint-Germain et autour du Paris Saint-Germain. Donc. Ce qui est, je suis allé aux États-Unis pendant les vacances et je suis allé visiter des clubs et par exemple, je sais pas si vous allez avoir une salle pour les anciens. Par exemple, tu vois, chez les Cubs à Chicago, là, il y a une salle pour les anciens. C'est-à-dire que si l'ancien vient, il a sa place et là, il y a la salle où il peut aller se poser avec sa famille, etc. à tout moment. Je sais pas si ça c'est. Pour Mbappé, ils feront ça aussi, je pense. D'ailleurs, tiens, un truc. Ethan Mbappé, il a rien fait quoi. Ouais, mais moi c'était mon j'aime pas. Tu vois, j'aime pas, j'ai pas aimé. Voilà, je vous le dis. Je sais pas, je vois pas l'intérêt de siffler le gamin. Il a rien fait. En plus, lui, il a dit clairement, et c'est Stéphane Bianchi qui racontait ça, que quand Kylian Mbappé fait son discours pour dire qu'il va quitter le club, Luis Enrique demande à Ethan, et toi tu fais quoi? Et il tape la main sur le cœur et dit Paris, c'est mon club quoi. Et bon, il a payé les pots cassés d'une certaine manière. C'est ça. C'est ridicule. Voilà. Bon, c'est des sifflets qui ont eu lieu pendant le match de samedi quand il est rentré en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, bonne rentrée et c'est beau de le voir évoluer parce que j'aurais pas mis un gros billet sur un développement assez rapide du garçon. Donc c'est bien pour lui. Les amis, on regarde dans le moteur dans cette équipe de Liverpool Paris Saint-Germain, bien évidemment le premier de Première Ligue. Équipe de Liverpool quand même, juste Momo. Tu termines premier de Ligue des Champions de cette nouvelle phase. 8e de finale, tu te dis, bon, on va prendre une équipe à moitié éclatée. Et finalement, tu prends le Paris Saint-Germain. Finalement, si on prend un peu le truc dans le sens contraire, ils font pas une bonne affaire en tombant sur le PSG, nos amis de Liverpool. Là. Ils font pas une bonne affaire parce qu'ils vont tomber contre la deuxième meilleure équipe en Europe. Donc, je peux vous dire que malgré tout ce qu'ils retransmettent en étant serein par rapport à ce qu'ils disent en Angleterre, je peux vous dire qu'en interne, ils sont pas aussi tranquilles que ça. Ah ouais? Non.
Là, toi, tu as les échos. J'ai les échos et c'est surtout que voilà, s'ils jouent contre le Paris Saint-Germain, c'est une grosse équipe, ça joue bien en ce moment, ils sont sur une bonne dynamique. Donc rencontrer le Paris Saint-Germain actuellement, pour eux, c'est pas une bonne chose. Les amis, justement, on va mettre le nez dans cette équipe de Liverpool qui, comme je vous l'ai dit, alors ils se sont fait sortir de Cup. Tout à l'heure, j'ai dit qu'ils avaient perdu que 2 matchs, ils en ont perdu 3. Et Plymouth a réussi la performance de les sortir. Je vous posais la question de savoir quel était un peu le point faible de cette équipe. On le rappelle, gros milieu de terrain, bien évidemment Mo Salah, et on va en parler dans quelques instants. Mais est-ce que vous avez, autour de cette table, repéré un point faible qui veut attaquer avec Adri, peut-être, pour commencer sur cette équipe de Liverpool, qui va être bien évidemment un gros morceau. Mais est-ce qu'elle a un point faible ? Alors, je regarde pas Liverpool chaque semaine, donc je vais pas non plus faire l'expert première ligne, mais j'en avais discuté avec Florent Sinama-Pongol, qui lui est un peu plus assidu au match de Liverpool. Il m'avait dit s'il y a une petite largesse défensive, elle est du côté peut-être de Trent Alexander-Arnold, qui, même s'il est un peu moins porté vers l'offensive qu'à l'époque de Klopp, je crois, où les deux latéraux montaient énormément. Là maintenant, c'est plus soit Robertson, soit Trent Alexander-Arnold. Que potentiellement Barcola pourrait peut-être profiter un peu d'éventuelles largesses, d'un petit déficit sur ce plan-là. Mais après, c'est une équipe qui vraiment défend de manière unie et de manière beaucoup plus cohérente qu'à l'époque de Klopp, où voilà, ça laisse beaucoup moins d'espace, où c'est un peu moins foufou qu'à l'époque de Klopp, et c'est plus cohérent sur le plan collectif. Donc ça reste une belle machine offensive et défensive. Jonathan ? Ouais, il y a aussi Robertson qui fait son âge, qui laisse quand même aussi quelques espaces à l'arrière, et il apporte peut-être moins offensivement que ce qu'il pouvait apporter. Mais bon, moi, j'ai du mal à trouver des défauts majeurs à cette équipe. Je peux en trouver dans n'importe quelle autre équipe d'Europe. Celle-là, si se dire Trent Alexander-Arnold défensivement c'est moins bon, c'est parce qu'offensivement il est extraordinaire. Donc moi je dis, ce que j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure en préambule, c'est vraiment sur l'entraîneur. J'aimerais bien voir la façon dont Arne Slot, justement, qui ne connaît pas ce genre de pression, surtout d'être favori comme ça dans ce genre de confrontation. Comment est-ce qu'il va aborder ce match, et comment est-ce qu'il va diffuser un peu quel choix il va faire, quel choix tactique, quelle organisation il va mettre en place face à un Luis Enrique qui, lui, est quand même assez rodé de ce genre d'échéances européennes. Donc moi je pense que c'est plutôt là-dessus à voir, parce que il avait quand même bien perdu la finale européenne, et il avait fait l'Europa League contre l'AS Roma. Donc je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'il va aborder ce match. Moi, c'est plutôt sur le côté de l'entraîneur. Après, en termes d'effectifs et de ce que je vois, enfin, je ne regarde pas non plus tous les week-ends, mais je regarde assez régulièrement l'APL. C'est très très fort, quoi. Liverpool, c'est très 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 fort, vraiment. Arne Slot, on le rappelle juste, entraîneur néerlandais qui a débarqué de Feyenoord, qui était peut-être un peu la surprise du chef, et qui a réussi. C'était pas le premier choix. Ouais, c'était pas le premier choix, mais sauf que on lui a filé les clés de la bagnole, et il a su la faire démarrer quand même. Après, il a pratiquement rien changé par rapport à l'effectif qu'il a en l'état. C'est une recrue cet été, voilà. un gardien. Il y avait Chiesa aussi qui joue pas forcément énormément. On va dire la base était là. Après, il a su tirer profit de ça, et c'est tout à son... Parce que mon expression là, ils vont filer les clés. Bien souvent, des entraîneurs peuvent. Ils ont fait une recrue cet été. Ils ont fait une seule recrue, un gardien, pour pallier le départ de Alisson s'il devait partir. Non, mais c'est intéressant. Momo, toi qui je suppose que... Alors, comme tu as fait beaucoup de clubs, si tu suis tous tes clubs, tu dois passer des gros week-ends. Non, mais plus... c'est vrai que Liverpool, je suis, et c'est vrai que... Quel est le point faible pour toi ? Est-ce qu'elle a un point faible, cette équipe ? Pour moi, elle n'a pas vraiment de point faible, mais c'est vrai que à droite, c'est vrai qu'avec Trent Arnold, je pense que si Barcola est dans un grand jour, il peut lui créer beaucoup de problèmes. Par rapport à quand tu parlais d'intensité, est-ce que c'est vraiment là-dessus où cette équipe peut se perdre un petit peu ? Parce que, alors, ils perdent en Ligue des Champions, mais en envoyant une équipe, l'équipe des Boy Scouts, l'équipe C, ou l'équipe B, mais bon, c'était pas terrible. Plymouth, j'ai l'impression que ça les intéressait pas trop, finalement, la Cup. Au niveau des défaites, et Nottingham Forest, c'est le tube du moment en Angleterre, donc ils se font un peu bousculer. Et justement, sur Nottingham, c'est là-dessus, c'est qu'ils se sont fait bousculer. Est-ce que c'est ça, en fait ? C'est qu'il faut leur rentrer dedans, faut faire quoi ? Ils sont fait bousculer contre une équipe quand même remaniée, parce que c'est vrai que le
le 11, il a énormément changé justement contre ces équipes-là. Donc là, je pense que l'équipe qui va mettre en place, ça va être l'équipe qui gagne, que ça va McAllister, que ça soit Luis à droite, que ça soit Mo Salah, Van Dijk. Voilà l'équipe qui a l'habitude de jouer. Mais encore une fois, je pense que si la bataille du milieu de terrain va être très importante pour ce match-là, et il faudra répondre présent pour pouvoir gagner contre Liverpool. Est-ce qu'on va pas être un peu léger au niveau du milieu de terrain? Est-ce que le manque d'expérience, tu parlais tout à l'heure du garçon que tu aimais beaucoup, Joao Neves, est-ce que son manque d'expérience peut peut-être nous coûter un petit peu face à un McAllister par exemple ou d'autres? Non, je pense pas, parce que Neves, il répond physiquement, il répond bien présent. Donc, pour moi, ça va être du 50-50. Si clairement Paris arrive à avoir un résultat favorable à la maison, je pense qu'à Liverpool, ça va être compliqué, mais ils vont pouvoir justement tirer profit. Jonathan, au-delà de l'expérience, c'est le physique, hein, parce que Szoboszlai, Gravenberch et McAllister, c'est costaud. Hein. J'espère que vraiment ils ont pris des bains froids là pendant 3 jours parce qu'ils vont recevoir des coups et ça va partir. Ça va être physique. Hein. Honnêtement, ce milieu de terrain là, Neves, Vitinha ou Fabian Ruiz ou autre, ça va être très très compliqué quoi. Honnêtement, c'est du très très lourd en face. Hein. C'est du très très lourd. Oui, Marc. Moi, il y a un truc qui m'intéresse. Je pense là où Paris va faire mal à Liverpool. Je crois pas que Liverpool cette saison a été habitué à être dominé dans la possession. Et Paris l'a jamais été, et Paris, je pense, va dominer Liverpool dans ce secteur-là. Donc, à voir comment eux, ils résistent là-dessus. Sachant qu'ils ne jouent pas avec 3 au milieu, en fait. Ils jouent plutôt 2 et Szoboszlai qui joue 10. Et après, ça peut être aussi à double tranchant, parce que si tu mets Luis Diaz et Salah d'un côté et de l'autre, en fonction de comment tu gères les montées de tes latéraux, ça peut aussi être dangereux pour Paris. Donc il y a un équilibre que Paris va devoir gérer, mais je pense que sur la possession de balle, ils peuvent leur faire mal parce que eux, ils sont pas forcément habitués à être dominés pendant 60-80 minutes quoi. Juste pour vous rappeler que le dernier match c'était il y a une semaine pour Liverpool, c'était face à Newcastle. Szoboszlai justement qui a marqué, idem pour McAllister, et avec un 11 de départ, c'était Alisson dans la cage, Alexander-Arnold qui était sur le côté droit, Konaté, Van Dijk pour la défense centrale, Tsimikas côté gauche, McAllister, Gravenberch et donc Szoboszlai au milieu de terrain, et enfin Diaz, Salah et Jota en pointe. C'est Oukouli ou Jota en pointe, ça alterne plutôt, et ça peut être même Nunez qui peut passer devant. La bataille du milieu de terrain aussi pour toi, c'est le cœur du réacteur pour cette rencontre. Ça va se jouer là, et puis aussi sur la capacité de ce milieu-là à faire le pressing comme il le fait extrêmement bien en Ligue 1, ou cette capacité à étouffer l'adversaire. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que voilà, quand même la qualité technique de cette équipe-là, si on compare par rapport à Lille typiquement, où quand Lille était pressé, au bout de 2 passes ou 3 passes, ça perdait le ballon. Là, Liverpool, ils ont aussi quand même les moyens de conserver le ballon et de faire des transmissions un peu plus assurées. Donc ouais, ça va être assez intéressant de ce niveau-là. En dehors, oui. Ouais, Lille avait fait un bon match en plus à Liverpool, je pense. Ah oui, il faut le regarder. Ouais, pour l'avoir regardé. Ouais, pour l'avoir regardé, c'était pas complètement incohérent, effectivement. Et si je peux rajouter quelque chose, bien sûr, si Donnarumma aussi, il faudrait qu'il soit. Oui, donc. Il faut que Donnarumma il sorte un gros match. 2 gros matchs d'ailleurs, cher Bobo. 2 gros matchs, parce que c'est vrai que voilà, on parle du milieu de terrain, mais Donnarumma, faut qu'il sorte un gros match. Alors là, je me retourne. Alors, tu m'intéresses et je vais glisser vers toi. Est-ce que tu es en train de nous souligner peut-être que c'est peut-être l'un des points faibles, ou c'est quoi? Enfin, pour le Paris Saint-Germain, c'est la cage. Pas le point faible, mais il faut qu'il soit décisif. Faut qu'il arrive à sortir des grands arrêts. Faut que balle au pied, il réponde présent. Il faut qu'il rassure sa défense. Parce que là, il a des Golgoth. Il a Konaté, il a Van Dijk. Sur les coups de pied arrêtés, faut qu'il soit là. Hein. Sur les coups de pied arrêtés, ça peut vraiment être un vrai problème. Parce que Paris, c'est quand même l'une de nos petites. C'est notre point faible. Samedi, Alexandro, il la met au-dessus, mais bon, le but est vide. Hein. Oui. Et il se manque sur sa sortie, de Normand. Non, c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Et est-ce que tu as un joueur dans cette équipe de Liverpool, on met ça là de côté, parce qu'on va en parler dans quelques instants, mais est-ce que toi, tu as un joueur qui te plaît particulièrement dans ce qu'il peut proposer, dans son expression collective et individuelle cette saison avec Liverpool? Sur ce match-là, Konaté, je pense qu'il va vouloir faire le match de sa vie. Konaté va vouloir faire un match, il va avoir toute sa famille, il va avoir tous ses potes. Il joue à Paris,
à 2 pas d'où il a grandi. Je pense que Konaté, faut s'attendre à ce qu'il sorte un match de folie. Alors là, je me retourne. Carton jaune, s'il prend carton jaune, c'est suspendu au retour. Ouais. Ah, ça c'est bien. Ça c'est. Je crois que c'est pas le seul, il y en a Il y a deux Robertson et McAllister aussi. Bon, très bien. Ouais. Là, il faut leur faire péter les plombs effectivement Exactement. assez rapidement. Là, je me retourne vers le conseiller sportif. Est-ce que tu prends Konaté pour la saison prochaine? Ce que tu sais, ça se dit comme ça. Non, qu'est-ce qu'il y a, Marc? J'ai pas le droit de poser la question. Il y a rien, je le dis, il y a rien. J'ai le droit de lui poser la question. On a le droit de faire un peu de fiction dans cette émission. Non, mais je me retourne vers Momo. Mais je pense qu'il y a rien. Mais tu l'aurais. Non, mais là, comme ça, tu le prendrais, toi? Ouais, je l'aurais pris. Ouais. Mais si c'est que de la fiction, ça m'intéresse pas. D'accord. Mais je pense que voilà, Pardon, que non. je t'ai cassé ton débat. Ouais. Non, mais très bien. Bon, je vais vous laisser. Hein. Bon, voilà. Donc, comme ça. Il est à Liverpool. Je pense que s'il doit quitter Liverpool, ça serait pour le Real de Madrid. D'accord. Ouais. Ok. Bon, voilà. Comme ça, très bien. Mais nous, on n'a pas de show. Hein, et on a Marquinhos, un Marquis qui a marqué, justement, je tiens quand même à le rappeler, 19e buteur de la saison. Parce qu'on parle des buteurs là, on n'a pas parlé de la cascade de buts qu'on marque, mais 50 buts, plus de 50 buts depuis le début de l'année, c'est quand même assez improbable, justement, et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir appuyer dans cette rencontre, et on va glisser sur notre dernière intervention, et après, derrière, il sera temps de laisser le studio à la prochaine émission. Mais les amis, on va parler, bien évidemment, des deux stars, de Mo Salah d'un côté et de l'autre de notre star à nous, Ousmane Dembélé. Alors je sais que le coach aime pas dire qu'il y a une star, que maintenant c'est one team, c'est le collectif, c'est on a une équipe, mais pardon, excusez-moi, mais Ousmane Dembélé est quand même l'un des patrons, et c'est tout à l'heure d'un moment qui nous a dit que Dembélé était le patron de cette équipe du Paris Saint-Germain. Dembélé, Salah, qui est le plus important pour son équipe? En gros, si tu enlèves Salah, est-ce que Liverpool peut encore espérer face au PSG? Si tu enlèves Dembélé, est-ce que ce PSG peut encore espérer face à Liverpool? Je voudrais juste vous donner des stats. Je suis allé faire mes petites courses sur Internet. Salah, cette saison, c'est 39 matchs, 30 buts, 22 passes décisives à 32 ans pour l'Égyptien. Oui, c'est bon, on arrête le débat. C'est bon, c'est terminé. Et Dembélé, c'est 33 matchs, 26 buts, 6 passes décisives du côté de l'international français, âgé de 27 ans. Les amis, qui attaquent? Adri, c'est parti. Non, mais j'ai déjà un peu amorcé tout à l'heure quand j'ai parlé de Dembélé, mais les stats de Salah, c'est des stats de dingo. Enfin, c'est du Messi époque Barça. Je te le répète, 39 matchs, 30 buts, 22 passes décisives. Le mec impliqué sur 52 buts depuis le début de la saison. C'est juste monumental. Enfin, il fait une saison de dingue qui est digne d'un prétendant au Ballon d'Or, ça c'est incontestable. Si ça gagne la Première Ligue, si ça gagne avec des champions, je pense que ça va se poser en candidat numéro 1 peut-être pour le Ballon d'Or. Et ça reste ton arme offensive numéro 1, indéniable à Liverpool. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, au PSG, même si Dembélé fait une saison fantastique, tu peux arriver à modifier, à changer les positions parce que ton danger offensif est tellement bien réparti de manière cohérente que, on l'a vu, Ramos est capable de marquer, Guevara est capable de marquer, Doué est capable de marquer, Barcola aussi. Et c'était la volonté d'Enrique, avec le départ d'Mbappé, d'avoir une attaque plus collective. Donc moi, entre les deux, le danger numéro 1 et le mec à cibler, c'est clairement Salah plus que Dembélé. Jonathan, par rapport à on va revenir sur comment prendre Salah, mais ça, je vais me retourner vers Momo Sissoko qui est avec nous pour peut-être nous donner quelques clés comment on prend Mo Salah, mais sur le fait que entre les deux, qui pourrait manquer peut-être le plus à son équipe? Moi, je rejoins parfaitement Adrien. C'est Mohamed Salah, parce que même offensivement, alors là, Szoboszlai quand même marque, mais tu vois que la qualité offensive Liverpool est quand même moins bonne. Luis Diaz, c'est un super joueur, mais c'est pas non plus un finisseur extraordinaire. Cody Gakpo aussi fait une bonne saison, mais voilà. Et Darwin Núñez est encore un peu en difficulté. Donc, honnêtement, c'est vrai que ça se repose beaucoup sur Mohamed Salah, à l'image des stats que tu as donné tout à l'heure, qui sont absolument stratosphériques. Mais moi, je me souviens quand même d'un match où Dembélé a démarré sur le banc et tu fais un super match, c'est contre Manchester City.
Manchester City, Dembélé ne démarre pas le match. La première mi-temps du PSG, elle est maîtrisée. Tu dois marquer à un bout de genou près. Tu as des occasions, tu crées des différences. Et je crois que Dembélé, il est titulaire sur entre 65 et j'ai plus les chiffres en tête précisément, entre 65 et 70% des matchs de Ligue 1, il est titularisé de ces matchs-là. Donc, autant te dire que quand même, tu es invincible en Ligue 1, tu arrives à faire des gros matchs avec un Dembélé qui n'est pas tout le temps titulaire. Et en Ligue des Champions, en l'occurrence, comme j'ai dit, contre City, tu arrives à faire des bonnes performances, tu arrives à faire des bons matchs sans Dembélé. Donc je pense que tu es moins dépendant dans Ousmane Dembélé, qui est quand même aussi à un niveau exceptionnel dans ce début de saison. Mais là, on parle du meilleur joueur du monde. Là, on parle vraiment du meilleur joueur du monde. Et c'est dans le top 3 depuis... on est quoi, en 2025, donc depuis 8 ans. Depuis 8 ans, il fait partie du top 3 largement. Quoi. Alors, comment on prend le meilleur joueur du monde actuellement, celui qui survole Ouais, moi je suis pour. À la manière d'un Sergio Ramos. Momo Sissoko, comment on fait? Pour être honnête, je sais même pas. Parce qu'il est dans un niveau qui est juste dingue. Physiquement, c'est une machine à 32 ans. Là, j'ai entendu dire qu'il y a des propositions en Arabie Saoudite, mais pour moi, il peut encore enchaîner 6 ans facile. Donc moi, franchement, je vois pas justement un système qui fera en sorte que de mettre en difficulté Mohamed Salah, tout en sachant qu'il est dans un niveau extraordinaire, à moins qu'il soit malade la veille. Ça va être un... Ça va être un sacré défi pour Nuno Mendes. Ben justement, et ben voilà. Ouais, je te fais la passe D. Super passe D. L'appel a été fait sans faire de petits signes, mais effectivement, Nuno Mendes, lui qui n'aime pas les tâches défensives. Ouais, non, mais surtout qu'en fait, c'est pas simplement qu'un joueur qui percute, qui prend la profondeur, c'est aussi un remarquable joueur en décrochage. Voilà, dos au but, c'est un super joueur. Et c'est pas qu'un mec c'est un gars qui prend aussi des relais, qui donne des relais. Et pour lire un mec qui a une palette aussi large, c'est pas facile. Surtout quand on n'aime pas défendre. Donc, bon courage à Nuno Mendes, franchement. Et j'étais en train de regarder des statistiques sur en fait, son implication sur les buts de son équipe. C'est 41% des buts de son équipe en Ligue des Champions et c'est 64% des buts de son équipe en Première Ligue, Mohamed Salah. Il est tout le temps dans le 11 de départ. Il a joué 99% du temps en Première Ligue et dans le 11 de départ, 88% du temps et 84% de temps de jeu, enfin des minutes jouées en Ligue des Champions. Et alors, si on regarde Ousmane Dembélé, c'est pas du tout la même chose. On est vraiment sur... un qui est plus frais que l'autre, peut-être. Ouais, mais on est aussi sur quelqu'un qui est donc géré et sa gestion prouve que, pas qu'il n'est pas indispensable, mais que l'équipe, sur de nombreuses séquences, a des alternatives à Ousmane Dembélé. Alors justement, sur une rencontre comme celle-ci, qui, par rapport au Paris Saint-Germain, quel est le joueur? Est-ce que Dembélé, ça peut être son soir? Est-ce que ça peut être sa confrontation pour un peu... dire que 2025, effectivement, il marche sur l'eau. Est-ce que pour Ousmane Dembélé, c'est aussi le grand soir? Ou il va falloir qu'il soit et qu'il continue d'être dans un collectif et donc de ne pas forcément tirer la couverture à lui? Non, je pense pas qu'il va la tirer sur lui. Je pense que il l'a prouvé. C'est pas, il est en plus dans cette position axiale où il est beaucoup moins amené à provoquer, à déborder, à dribbler. Il est plus, même s'il dézone énormément, mais c'est pas quelqu'un qui va tirer la couverture sur lui. Je le pense pas et ça rejoint le côté attaque un peu protéiforme, où Barcola sera amené à provoquer, Doué aussi. De toute façon, c'est la force du PSG, c'est de ne pas se reposer sur un joueur. Donc, il aurait tout intérêt à se mettre au service du collectif comme il le fait depuis des semaines. Jonathan. Mais je pense quand même que Dembélé aussi voudra prouver qu'il fait partie de ces joueurs. De ces joueurs, en tout cas, qui comptent dans le sommet européen. Parce que Dembélé, on l'a souvent... parce il est aussi comme ça. On a pu un peu rigoler de lui, de ses sorties, parfois sur le terrain ou hors terrain, de ses attitudes. Ça a presque été une blague, un peu... ou alors on le prend avec légèreté quand on parle d'Ousmane Dembélé. Mais là, je trouve que même son attitude sur le terrain, tu sens qu'il est quand même leader. Quand il marque des buts, tu sens qu'il est concentré sur un match. Quand il va... Là, l'image du match contre Lille, il y avait une frappe, le premier but, c'est Barcola. Il y va, il provoque, il frappe, c'est l'arrêt. Et après, il retente la même chose, ça rentre. Et en fait, tu as l'impression qu'il est vraiment motivé et tu sens qu'il prend ses habits de leader et il le prend vraiment au sérieux. Et j'ai presque l'impression qu'il y a un côté, OK, maintenant, vous êtes bien foutu de moi, j'ai bien rigolé, j'ai bien été un peu un gamin sur le terrain. Maintenant, je vais être un patron et je vais être motivé à 100%. Et c'est le meilleur moyen, j'ai envie de te dire, dans cette double confrontation contre Liverpool, de prouver. Oui, Marc. Ouais, moi, je trouve qu'il y a 3 choses qui ont changé chez Ousmane Dembélé. Déjà, son regard.
Son expression de visage. Il est plus là pour rigoler. Tu sens qu'il a un visage extrêmement fermé, concentré de bout en bout, sauf quand il se fout de la gueule de Benjamin André ce week-end. Il a bien fumé. Ouais. Et après, déjà, il tente beaucoup. Juste, on rappelle, pour ceux qui n'ont pas peut-être vu le match, qu'est-ce qu'il a fait exactement ? En fait, il y avait un coup franc pour Achraf Hakimi et puis Benjamin André était venu contester auprès de l'arbitre et auprès des joueurs. Et il y avait clairement faute. Je crois que les joueurs se foutaient un peu de sa gueule parce que en gros, le mec venait parler pour pas grand-chose parce qu'il y avait une faute qui était assez grossière quand même. Et qui aurait pu valoir à Thomas Meunier clairement un deuxième jaune. Sur le deuxième jaune, effectivement. Et un carton, synonyme carton rouge. Moi, je trouve la deuxième chose qui a changé, c'est un joueur qui est devenu un poil plus égoïste, je trouve, dans la zone de vérité, qui tente beaucoup plus sa chance qu'avant. Et d'un point de vue technique, ça c'est la troisième chose. J'ai le sentiment que sa technique de frappe et sa technique de mise en position pour frapper, elle a évolué, elle est beaucoup plus précise, elle se répète en fait toujours, alors qu'avant, il pouvait y avoir ce petit temps d'arrêt, ce petit temps d'hésitation avant de frapper, qui en fait lui faisait perdre le but ou lui faisait trop réfléchir. Même lui, il l'avouait en privé, que voilà, il réfléchissait trop parce qu'il avait un temps d'avance tellement important sur son adversaire que derrière, face au cage, et là il y a beaucoup plus de spontanéité, c'est beaucoup moins prévisible, je trouve. Avant de terminer, de boucler cette émission, juste une dernière question à tous les quatre, et j'attaque avec toi Momo. Est-ce qu'on peut sentir, est-ce qu'on ne peut assister qu'à un match spectaculaire ? Est-ce que mercredi, on pourrait pas se retrouver avec deux équipes qui s'observent et qui se regardent en se disant on attendra le match retour, ou est-ce que ça ne peut être que feu d'artifice aller-retour ? Ça va être deux matchs extraordinaires. Je pense que ça va rester dans les annales du football. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça en fait ? On a affaire à deux grosses équipes qui sont au top de leur forme, deux équipes joueuses et qui vont vouloir gagner. Donc il faut s'attendre à deux gros matchs, clairement. Là, tu sais quoi ? Là, tu m'as lancé dans le match. Là, c'est bon. On peut y aller. Allez, on joue. Jonathan, pour toi aussi, ça ne peut être que feu d'artifice aussi et grand match, comme vient de le dire Momo. Moi, je vais poser une petite clim, pardon Momo, mais je pense que Luis Enrique, c'est quelqu'un de très pragmatique. On l'a vu dans toute sa carrière. Et il sait qu'il y a deux matchs. Il y a un match aller et un match retour. Et que tout se jouera au match retour, malheureusement. Pas drôle, je sais, je suis désolé. Et donc, je pense que je ne serais pas surpris que Luis Enrique essaiera d'avoir le résultat le plus positif ou du moins le moins négatif avant le match aller pour vraiment là lâcher les chevaux au match retour. Et je pense que par contre le match retour là ça va être un feu d'artifice. L'aller, je pense que ça va être contrôle des deux côtés. Je pense que ça va beaucoup se craindre aussi. J'en choisis l'un des deux. Adrien, fais-moi le juge de paix, tu vas vers qui là ? Non, je vais trancher, je vais dire, je suis pas sûr qu'il y ait forcément un festival de buts, mais je pense qu'il va y avoir un combat quand même physique et en termes d'intensité, de pressing, tout ça qui va être assez important. Je pense pas que ça va partir en 4-4, en 5-5 ou quoi que ce soit, mais en termes de rythme, je pense que ce sera un match top Ligue des Champions. Franchement, comme City, franchement, le match à City, en termes d'intensité, de tout ça, c'était du haut niveau. Donc, et dans les tribunes, ça va être le feu aussi. En plus, ça va être ça qui va être sympa. Dernier, Marc, avec toi, et après, on dit au revoir. J'ai souvenir d'un match en 2015 où Messi avait cassé les reins de Boateng au Camp Nou. Il y avait eu 3-0. Mais le 3-0 avait démarré les premiers minutes, c'était 79e minute. Et le match n'était pas ennuyeux, mais c'était un match très physique où deux équipes un peu nouvelle génération, ultra possessives, s'affrontaient. Et c'était pas un grand match. Alors, je suis comme Momo. Je pense que y a des dynamiques qui font que tout est réuni pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais je me méfie parce que j'ai déjà été tellement en attente d'un match et arriver à d'être déçu, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois aussi. Ce match, il sera à suivre bien évidemment sur l'antenne d'ici Paris, Île-de-France, soirée spéciale PSG-Liverpool, le match aller et le match retour bien évidemment, avec Pia Clément et la bande du Paris Saint-Germain sur l'antenne de ici Paris, Île-de-France. Rendez-vous dès 20h avec notre spécial. Avant de siffler la fin de cette récré, je voudrais juste dire un grand merci. Merci à toi, Momo Sissoko, d'être venu dans cette émission et d'avoir participé à cette tribune, notre premier invité dans la tribune. Et je suis vraiment ravi que ça ait été toi. Merci à toi. Merci à vous. Merci je rappelle, conseiller sportif et fondateur de l'agence LCM pour Leading Sport Management. Pardon pour mon accent. Pourtant, j'ai fait une semaine aux États-Unis, mais ça sert toujours. Ouais, j'ai tout Wall Street Institute et tout. Ça ne marche toujours pas avec moi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de siffler la fin de cette émission.
Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Des pouces, des cœurs, des likes, des petits messages. Vous n'hésitez pas, bien évidemment, à nous mettre votre avis sur l'émission et à réagir, même sur la page YouTube et autres, sur toutes les plateformes sur lesquelles vous téléchargez ce podcast. Merci pour votre fidélité. Merci Adri, merci Marc et merci Jonathan aussi. Remercie à Momo pour ce très bon moment. Tu reviens quand tu veux. La porte est grande ouverte. Tu es désormais un membre de la tribune 100% PSG. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Il est temps de débrancher ce podcast.